merci d'être là. Je suis honorée d'avoir une si grande salle pour moi aujourd'hui. Je vais vous parler de sécurité aujourd'hui un peu et de permission, tout ça en PHP. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est une conférence que j'avais déjà donnée en 2021 à la Play PlatformCon, mais en fait qui est complètement revue. Il y a vraiment pas grand-chose, enfin il y a même rien qui a été repris, donc ça sera une nouvelle conférence mise à jour et plus complète, je l'espère. Alors, je m'appelle Marion Agé et je suis co-gérante de la coopérative des Tilleuls. On fait pas mal de choses dans le développement, en formation, en expertise et notamment du PHP. On a un stand là-bas à côté, donc n'hésitez pas à passer nous voir dans l'après-midi ou demain. Alors rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir un petit peu sur quelques notions de base, sur quelques termes, histoire qu'on ait les mêmes définitions. Tout d'abord, dans le monde des permissions, on a la notion d'utilisateur, d'utilisatrice, qui n'est pas forcément une personne. D'ailleurs, ça peut être un processus, un service. Ça va être une entité qui va chercher à interagir avec votre système et qui possède une identité unique et un ensemble de propriétés qui peuvent être son métier, son poste, son ancienneté, ce genre de choses. Dans votre système, vous avez les ressources qui vont être des données logiques ou physiques. Logique parce que ça peut être un article de blog, par exemple. Physique parce que ça peut concerner un accès à une salle serveur, un accès à un bâtiment. Et ça va être des ressources qui peuvent être protégées et avec lesquelles les utilisateurs, les utilisatrices vont vouloir interagir. On a la notion de rôle qui revient souvent, qui est une étiquette qu'on attribue aux personnes, aux processus, qui va permettre de regrouper par fonction les entités qui interagissent dans votre système et qui va permettre notamment de simplifier la gestion des permissions parce qu'on va pouvoir les regrouper par ce que les personnes font, par exemple. Ça peut être les administrateurs, les employés, les modérateurs ou modératrices. Et les permissions en elles-mêmes, ce sont des capacités, des règles en fait, qui vont donner des accès aux ressources ou non. Donc ça peut être des règles de style CRUD, l'accès à un endpoint, la modification d'un fichier, ce genre de choses. Par la suite, j'utiliserai plus le terme de personne, même si, encore une fois, l'utilisateur peut être un processus ou pas forcément une identité humaine. L'authentification, c'est le processus qui va confirmer l'identité de la personne qui essaye d'interagir avec le système. On va confirmer son identité et pour cela, la personne va devoir fournir des preuves de son identité, ce qu'on appelle des facteurs d'authentification. Donc il peut y en avoir un ou plusieurs, ça peut être un mot de passe, un token d'API, une carte d'identité, ce genre de choses, si on n'est pas dans le domaine du web. L'autorisation ne va pas s'occuper de la vérification de l'identité, elle va s'occuper de vérifier les accès, les permissions. Est-ce que la personne qui essaye d'interagir dans le système a le droit de faire ça? Est-ce qu'elle a les droits d'accès? Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on va se focus, justement. Le principe du moindre privilège, ça c'est une bonne pratique qu'on utilise et qu'on recommande généralement dans le domaine de la sécurité, ça va être d'accorder le minimum d'accès aux personnes. En fait, généralement, on enlève tous les accès et on va mettre des règles directes, des règles spécifiques pour ouvrir les accès et le moins possible aux personnes qui ont besoin d'agir sur le système. Ce qui permet d'avoir quelque chose de plus clair, de plus lisible et de plus sécurisé. Et encore une fois, ça s'étend au-delà des personnes. Là, je vous ai mis un petit exemple qui est récurrent dans la configuration Apache, où on va interdire par défaut pour tout le monde, et on va autoriser, par exemple, une adresse IP spécifique à accéder au domaine, par exemple. Le contrôle d'accès discrétionnaire, c'est un mode de contrôle d'accès qui, le propriétaire de la ressource, en fait, va pouvoir décider de qui a accès ou non à la ressource, et elle va pouvoir aussi déléguer ses permissions. C'est un contrôle qui est du coup décentralisé, parce que chacun gère soi-même ses permissions, et ce qui en fait que la propagation des permissions est un peu difficile à maîtriser. C'est ce qu'on retrouve par exemple par défaut dans le système de fichiers POSIX, avec l'implémentation Unix, quand vous voyez les permissions par utilisateur, groupe, other. C'est ce genre de permission.
Les ACL, qui sont aussi assez connus, c'est une liste de contrôle d'accès. Ça va être un ensemble de règles, qu'on appelle des ACE, qui vont vraiment lister toutes les possibilités qui existent dans le système, avec une liste qui comprend une identité, les permissions et les actions qui sont possibles de réaliser. Ça permet d'avoir une granularité beaucoup plus fine, parce que là, on peut cibler un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur même directement. Par contre, c'est un peu plus compliqué généralement pour... ça peut un peu devenir le bazar, en fait, et ça va être un peu plus compliqué pour les autorisations dynamiques. Pour revenir au système de fichiers POSIX et Linux, par exemple sur Linux, on peut utiliser aussi des ACL en utilisant la commande setfacl qui vous permettra d'avoir des droits plus fins sur vos fichiers ou vos dossiers. Le contrôle d'accès obligatoire, là, ça va être un cran au-dessus en termes de sécurité. C'est une autorité centrale, souvent un administrateur, qui va réguler tous les droits d'accès. Les propriétaires des ressources n'auront pas la possibilité de déléguer leurs droits, par exemple. Ça va permettre d'organiser les permissions en niveau, en accréditation, en fait, pour un certain nombre de choses. Et ça va vraiment restreindre. Quand on a une accréditation à un certain niveau, on ne peut pas faire autre chose, même si on est propriétaire de la ressource, si ça a été défini ainsi. Dans Linux, par exemple, on peut l'appliquer avec SE Linux, qui permet d'avoir ce genre de configuration. Un contrôle d'accès qui est bien connu et certainement le plus connu, ça va être celui basé sur les rôles, RBAC. Ici, on va assigner des rôles aux utilisateurs, aux utilisatrices, et on va assigner des permissions aux rôles. Et ce qui fait que, à partir de ça, on peut déterminer si le droit d'accès est autorisé ou pas. C'est pratique parce que si on a des utilisateurs qui arrivent dans le système ou qui repartent du système, juste leur assigner ou leur désassigner un rôle, ça va mettre à jour automatiquement toutes les permissions et on n'aura pas à le gérer nous-mêmes. En plus de ça, on peut ajouter une hiérarchie de groupes qui vont hériter les uns des autres, c'est ce que fait Symfony par exemple. On pourrait aussi mettre en place de la séparation des responsabilités pour éviter d'avoir deux groupes qui puissent être assignés en même temps sur la même personne. Dans le cas d'un e-commerce, par exemple, généralement, celui qui crée un paiement n'est pas celui qui valide le paiement, ce genre de choses. Ça, c'est un des usages. Le RBAC, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Et en vrai, généralement, si vous n'avez pas beaucoup de gestion de permissions, que c'est pas trop complexe, ça suffit largement. Et c'est assez simple à implémenter. Si vous avez des règles un peu plus costauds, un peu plus tordues, qui sont vraiment spécifiques à votre métier, généralement, on va aller vers le contrôle d'accès qui est basé sur les attributs. Et là, en fait, vous avez un ensemble de règles qui sont appliquées, vous avez des permissions, en fait, et les règles vont être évaluées en fonction d'attributs qui dépendent de l'utilisateur, de la ressource, même du contexte, le jour qu'il est, le temps, ce genre de choses, ce que vous voulez en fait. Et on va avoir des évaluateurs qui vont évaluer chacune de ces permissions que vous avez configurées. Et à partir de là, on va avoir une logique booléenne en fait qui va déterminer si oui ou non l'accès est autorisé. Là, ça permet d'avoir un contrôle vraiment granulaire et surtout spécifique à votre application de manière très souple, en fait. Dans Symfony, alors moi je fais beaucoup de Symfony pour le coup, donc c'est ce que j'utilise le plus. On a les voteurs qui sont très utiles pour gérer tout ce qui est permission, tout ce qui est même les rôles, etc. Les voteurs, leur but, leur rôle dans la vie, c'est de voter, voilà, tout simplement. On va leur demander si l'utilisateur a accès à quelque chose et ils doivent répondre oui, non ou ne sait pas, en fait, s'il ne sait pas gérer ce genre de permission et qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. En plus de ça, comme on a un ensemble de voteurs dans l'application, on va avoir des stratégies de vote. C'est toujours quelque chose de savoir comment on va voter. Croyez-moi, dans une coopérative, c'est aussi un sujet. Et là, on a plusieurs façons de voter qui sont possibles. On peut avoir la stratégie affirmative, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait un voteur qui dit oui. Le consensus, unanime, il faut qu'il y en ait aucun qui soit contre, par exemple, et aussi la stratégie par priorité, où c'est le premier qui ne s'abstient pas qui décide en fait de l'accès. Symfony propose des voteurs par défaut qui sont utilisables par nous. Mais en fait, vraiment, la vraie force des voteurs, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres voteurs avec notre propre logique à l'intérieur. Et puis, on va pouvoir en créer plusieurs aussi, ce qui nous permet d'utiliser toute la souplesse du système, en fait. Alors, à quoi ça ressemble, un voteur ?
Généralement, on a un voteur par entité ou par type d'attribut de sécurité qu'on veut tester. Le voteur va supporter, c'est-à-dire il va pouvoir répondre à ce type de requête. Là, par exemple, j'ai un attribut qui s'appelle Event Update et puis un sujet qui est de type événement. Et puis, j'ai une logique en dessous, voilà, qui va déterminer si, oui ou non, l'utilisateur peut accéder à cette ressource. Là, par exemple, je peux vérifier que l'utilisateur est bien affecté à cet événement et qu'il a bien un planning en cours. Voilà, on veut vérifier qu'il est bien en poste au jour J. Ensuite, pour invoquer ces voteurs, on va passer par la méthode isGranted, qui peut être appelée sur l'autorisation checker ou alors même dans un attribut PHP. Alors quand on lui passe un attribut de type role organizer, là par exemple, ce que je lui passe c'est un rôle, mais en fait c'est un attribut de sécurité. C'est juste que on a le rôle voteur dans Symfony de base qui s'occupe justement de tous les attributs de sécurité qui commencent par role underscore en fait, et qui va vérifier si la personne a bien ce rôle-là ou pas. Mais ça reste un attribut de sécurité. Un autre exemple en dessous, le event update, bah, c'est typiquement ce qui va appeler le voteur que je vous ai montré juste avant. Donc on peut l'utiliser également en attribut PHP, ce qui est bien pratique pour les contrôleurs, et on peut lui passer des expressions qui permettent d'avoir un peu plus de souplesse. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas forcément recommandé. Mais... Excusez-moi. Alors, donc bon, ça c'est très bien, mais généralement, les systèmes de permission qui sont basés sur les rôles, ça peut vite atteindre ses limites. Enfin, si on s'en contente, eh ben, tant mieux. Mais quand on commence à en avoir beaucoup, quand on commence à avoir des règles qui sont un peu tordues, quand on doit commencer à faire des if partout pour vérifier que la personne a bien accès, c'est qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. Moi, ce que j'aime bien, ce qui est souvent demandé quand même, c'est qu'on ait un administrateur qui puisse gérer tous ces rôles, en fait, toutes ces permissions, toutes ces règles qui sont affectées à des attributs de sécurité, et qui puisse le faire lui-même dans une interface d'administration, et surtout que ça ne demande pas de modifier le code à chaque fois, ou encore pire, de redémarrer l'application, de devoir la redéployer juste parce qu'on a modifié une règle de permission, en fait. Ces règles, on a envie qu'elles soient flexibles en fait, qu'elles puissent vraiment coller à notre métier, même si on a des besoins qui sont un peu tordus, qui ont besoin d'aller chercher dans plein d'informations différentes ou qui dépendent de différents facteurs, etc., pouvoir le réaliser. Et puis, on va vouloir faire attention aussi aux performances, parce que la sécurité c'est bien, les performances c'est bien aussi généralement. C'est bien d'avoir un système flexible, mais on n'a pas envie que ça nous plombe complètement notre application. Alors, tout d'abord, il va falloir définir un peu son modèle. On a vu, il existe différentes manières de fonctionner pour les contrôles d'accès. Qu'est-ce qu'on va vouloir utiliser? Alors ça va vraiment dépendre de l'application en elle-même, ça va changer à chaque fois. Mais on va pouvoir se poser quelques questions. Déjà, qu'est-ce que les utilisateurs du système doivent faire? C'est quoi leur métier? De quoi ils ont besoin? Voilà, comment les personnes travaillent en général. Alors, encore une fois, je dis personne, mais ça peut être aussi utilisé pour les processus, etc. À partir de là, on va pouvoir déterminer les rôles dont on a besoin ou les attributs de sécurité, et puis les politiques qu'on assigne à chacun de ces attributs de sécurité. Là, on va vouloir éviter d'avoir une granularité qui soit insuffisante et qui va vous forcer à faire de la surcharge partout, de rajouter quand même des conditions, ou au contraire de la granularité qui sera exagérée et qui va vraiment être trop découpée et impossible à maintenir. Puis on évitera aussi, si possible, le chevauchement en fait, de permissions. Il vaudra mieux composer plusieurs permissions plutôt que chevaucher. Ensuite, on va vouloir stocker ces permissions, quelque part, et puis pouvoir les charger pour les évaluer, et enfin déterminer du coup si on peut faire ce qu'on essaye de faire sur le système. Il est tout à fait possible de combiner plusieurs modèles. On n'a pas besoin de choisir, de se dire, bon, allez, moi j'utilise les rôles et puis c'est tout. On peut combiner. Par exemple, on peut utiliser des accès globaux, on peut utiliser Airbag pour des accès globaux. Toutes les responsables de service peuvent accéder aux ressources, par exemple. Bon, bah, ça, il suffit d'avoir un rôle qui permet et puis c'est bon. Ensuite, si on a des règles métiers sur certains aspects qui ont besoin d'être un peu plus pointus, ben là, on peut mettre du ABAC en disant, les responsables d'un département donné, qui sont en poste à un instant T, c'est-à-dire si on est en dehors des heures de poste, par exemple, il n'y a pas l'accès, qui ont une ancienneté, enfin, je sais pas, ça c'est vraiment des exemples un peu, mais ça va vraiment dépendre de vos règles métiers. Et puis, on peut utiliser des ACL, si vraiment là vous avez besoin de cibler spécifiquement le propriétaire, par exemple, de la ressource ou un utilisateur quelconque. Alors, pour stocker le modèle, on peut faire ça dans un fichier de config,
soit vous faites votre propre fichier, votre propre format que vous pourrez parser quand même. Dans Symfony, quand on gère les rôles, par exemple, les rôles sont enregistrés au niveau de l'entité user, et ensuite, dans le fichier security, vous pouvez retrouver la hiérarchie des rôles, et puis les access control différents, etc. Ça peut suffire si vous avez juste besoin de quelques rôles, il n'y a pas de souci. Il existe sinon des moteurs de politique de sécurité dont c'est le métier, enfin l'usage de vraiment de stocker et d'évaluer ces règles. Là sur la gauche, vous avez un modèle qui vient de Open Policy Agent par exemple, OPA, qui utilise le langage Rego pour ça et qui permet de définir des règles de manière assez flexible en fait quand même, et qui le stocke voilà, en format texte. Ensuite, il existe d'autres choses. Il existe par exemple le standard XACML qui va permettre aussi de définir tout ça. Bon, ça c'est pas mal, pourquoi pas, c'est une solution. Après, à configurer dans un truc administrable, c'est peut-être un peu plus galère, quoi. Il existe aussi des solutions vraiment d'identité complète qui sont en place. Keycloak, c'est un exemple. Là, ça va vraiment gérer toute votre identité, c'est-à-dire y compris l'authentification et l'autorisation. Généralement, c'est assez puissant quand même, ça permet de faire pas mal de choses, ça prend en compte les politiques RBAC, ABAC, UBAC aussi, basées sur les utilisateurs, ou CBAC, basées sur le contexte, et sur des choses standards en fait, qui s'intègrent très bien avec vos frameworks. Par contre, ça peut être un peu lourd à configurer. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui qui se tirent les cheveux là-dessus. Voilà, ça dépend de vos besoins. Une autre solution qui existe, c'est Casbin, qui est aussi open source, qui est écrit en Go pour le coup, mais il existe des bindings pour PHP, et qui est assez adapté aux scénarios complexes pour le coup. Moi, ce que j'aime surtout dans Casbin, c'est son éditeur de règles en ligne. Ils ont un site avec l'éditeur qui est super pour tester des règles des permissions plus ou moins complexes. Et ça m'arrive même de l'utiliser, même sans utiliser Casbin en fait. Je trouve que c'est plutôt pratique. Il existe aussi au niveau du serveur des plugins qui existent, que vous pouvez mettre sur Kadi, Nginx, Apache, etc., qui vont vous permettre de mettre des règles de sécurité vraiment sur le serveur web, c'est-à-dire avant même que la requête elle arrive sur votre application PHP. Et là, ça va se baser en fait sur les attributs du jeton JWT généralement, et vous allez avoir des règles, des ACL, etc. en dessous. Je trouve que ça peut être pas mal en mode hybride un peu. Mais par contre, pour configurer sans redéployer l'application, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et le système que j'utilise le plus souvent et qui va nous permettre de faire ce qu'on veut, ça va être de modéliser tout simplement notre système de permission en base de données, de définir les différentes politiques, les différents accès en base de données. Et là, on va pouvoir un peu faire ce qu'on veut, du coup, parce qu'on fait notre solution custom. On va pouvoir évaluer vraiment nos attributs en fonction du contexte, de l'utilisateur, des ressources, etc. On va pouvoir utiliser un décisionnaire d'accès, comme les voteurs, par exemple, pour prendre cette décision en fonction de tous les évaluateurs des différentes règles. Et puis là, comme on se base sur des entités, c'est facile de faire une interface d'administration, de faire un CRUD, on a la main là-dessus, en fait, il n'y a pas de problème. Donc ça, je trouve que c'est pas mal pour avoir des besoins vraiment qui sont spécifiques par rapport à votre application, à votre métier. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, alors ça c'est un exemple vraiment, c'est juste pour donner quelques idées. Moi généralement j'utilise deux entités. Une première entité qui va contenir en fait mes attributs, juste un nom, et puis une collection de règles. Et dans ces règles, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Alors, par exemple, le team, ça va être de vérifier, en fait, derrière, j'aurai un évaluateur qui va vérifier que l'utilisateur fait bien partie de cette équipe. Si je mets un événement, ça va être de vérifier qu'il est bien assigné à cet événement, etc. Et en termes d'exemple, du coup, vous voyez, là, j'ai deux règles différentes qui sont assignées au même attribut event update, avec des choses qui sont renseignées différentes, etc. Donc là, vraiment, au niveau des attributs que j'utilise, ça va être propre à mon application, en fait. Et j'ai même mis une petite expression en bas qui peut permettre de donner de la flexibilité à votre administrateur s'il veut mettre des règles un peu spécifiques, un peu custom, qui ne sont pas prévues. On saura l'évaluer si besoin. Ensuite, plutôt que créer 50 voteurs sur chacune des entités, on peut créer un voteur unique, en fait, et lui, il va répondre si l'attribut de sécurité qu'on lui passe, il est géré par notre système, s'il existe en base de données. Alors, vous voyez, là, j'ai mis un petit panneau attention, parce que
là, typiquement, ça veut dire qu'on va aller chercher en base de données à chaque fois qu'on va voir si le voteur il est capable de supporter. On verra un petit peu après les performances, ce qu'on peut faire là-dessus, ça se règle assez facilement. Et puis ensuite, si le voteur est capable de répondre, il va appeler un moteur de permission, par exemple, qui lui va se charger de faire tous les appels en fait, aux évaluateurs. Donc encore une fois, c'est un modèle qu'on peut adapter 1000 fois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir vraiment un évaluateur par règle que j'ai mis dans mon modèle. Donc je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'un utilisateur est assigné à un événement? Est-ce qu'il fait partie d'une team? Est-ce que son ancienneté minimum est OK, par exemple, ce genre de choses? Donc je fais un évaluateur par type de règle comme ça. Et puis pour évaluer s'il a l'accès ou pas, je récupère l'ensemble des règles qui sont assignées à cet attribut de sécurité. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'accès. Voilà, c'est tout, c'est que ça n'a pas été configuré. Par contre, s'il y a au moins une règle qui répond true, eh ben, c'est OK. Et en fait, pour chaque règle, on va appeler l'ensemble des évaluateurs pour vérifier que les conditions sont bien requises. Les évaluateurs, ils peuvent ressembler à ça. Alors là, ils sont très très simples. Généralement, quand on commence à mettre en place ce type de système, c'est qu'on a des règles, des besoins qui sont un peu plus complexes. Hein. Mais voilà, par exemple, le premier, ça va être d'évaluer est-ce que l'utilisateur, est-ce que la permission possède un événement qui lui a été assigné, et si oui, est-ce que l'utilisateur a bien été assigné à cet événement. En dessous, est-ce que la règle, la permission a une expression qui a été configurée? Si oui, on injecte le contexte dans notre expression et on l'évalue pour voir si ça répond ou pas. Donc tout ça, je les ai fait implémenter une interface qui utilise le tag et qui nous permet de l'injecter dans le moteur de permission qu'on a vu juste avant. Alors, au niveau des performances maintenant, déjà, c'est important de savoir que les voteurs sont lazy loaded, c'est-à-dire que s'ils ne supportent pas l'attribut qu'on lui passe, le code ne sera pas exécuté, ou s'ils ne sont pas appelés parce que votre stratégie de vote fait en sorte que voilà, il y a un autre voteur qui a répondu avant et que votre voteur n'a pas eu besoin de répondre, et il ne sera pas appelé, donc ça c'est déjà pas mal à savoir. Et puis ensuite, on va vouloir optimiser les requêtes, ça va être important, parce que récupérer les permissions et récupérer les règles qui sont assignées à ces permissions, ça généralement, c'est pas un souci, c'est pas une grosse requête. Par contre, en fonction de vos règles métiers, qui vous permettent de valider que votre utilisateur ou votre ressource, elle répond bien à toutes ces politiques, là, ça peut devenir un casse-tête. Là, ça peut vraiment avoir des requêtes dans tous les sens, pas que en base de données, d'ailleurs, ça peut être aussi accès à d'autres choses, etc. Donc on va vouloir faire attention quand même particulièrement à ça. Bien sûr, mettre bien les index sur ses colonnes, etc., pour que ça soit performant. Et puis, peut-être des fois revoir un petit peu son modèle, en fait, pour que ça soit un peu plus efficace aussi. Et pourquoi pas précalculer en fait des choses, avoir une table temporaire, par exemple, qui va fournir à vos évaluateurs des informations déjà pré-mâchées, une table ou une vue matérialisée, par exemple, sur PostgreSQL. Que vous pourriez mettre à jour à l'aide de triggers ou avec un event listener, par exemple, qui va mettre à jour ces informations-là. En fonction de votre métier, si vous avez vraiment des règles qui sont compliquées un peu à vérifier, ça peut valoir de passer du temps là-dessus, parce que vos permissions vont changer généralement beaucoup moins souvent que le nombre de fois où vous allez accéder à votre base de données pour vérifier que les permissions sont OK, en fait. Donc ça vaut le coup quand même de faire attention à ça. Ensuite, on peut mettre en cache des choses. On peut mettre en cache notamment justement les attributs qui sont supportés par le voteur, parce que ça, généralement, ça change quand même pas tout le temps, quoi. Donc ça se met très facilement en cache, et ce qui fait qu'on évite de taper la base de données à chaque fois. On peut utiliser aussi le cache de second niveau de doctrine, qui va nous permettre de limiter un peu le nombre de hits qui sont faits sur votre base de données en mettant en cache les entités le plus possible. Et puis, pourquoi pas, alors ça c'est aussi à évaluer selon vos besoins, mais pourquoi pas mettre en cache des calculs ou carrément les décisions en fait, de vos politiques, de vos évaluateurs. Et puis ce cache, soit vous utilisez un TTL et vous dites, vous mettez par exemple 10 minutes de temps d'expiration et vous dites, bon, si mes permissions elles ont changé et que le cache n'est pas bon pendant 10 minutes, c'est OK. Ça dépend vraiment en fait de vos besoins, hein. Des fois c'est pas grave. Si c'est grave, vous mettez en place de l'invalidation, ce genre de choses. Mais on fait bien attention de mettre en cache en fonction de l'utilisateur et de l'attribut dans ces cas-là. Et puis ça permet de régler pas mal les problèmes de permission, encore une fois, s'il y a de performance, encore une fois, s'il y a besoin par rapport à vos requêtes. Et enfin, grâce à ça, on va pouvoir, là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on sait tous faire un CRUD, mais on va pouvoir faire un CRUD, puisque c'est facile, vu qu'on a des entités, on peut créer une interface qui va bien répondre.
Alors, ensuite, bah, voilà, on a toutes nos permissions qui sont bien calculées par notre bac et tout, c'est super. Notre idée maintenant, ça va être d'exposer les permissions au front-end pour éviter de dupliquer en fait cette logique des deux côtés et garder vraiment le back-end comme une source de vérité. Alors si on utilise Twig, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est comme en PHP, hein, on peut utiliser isGranted, ça marche pareil. Bon. Ce qui va nous intéresser ici, c'est si vous utilisez par exemple un client JavaScript, comment on va faire pour lui exposer nos permissions. Et ben là, on va avoir un service qui va collecter et qui va agréger un peu l'ensemble des permissions possibles pour une personne authentifiée à un instant T, vraiment en fonction de tout le contexte, qui va pouvoir récupérer ses rôles, ses attributs, les ACL, etc. Enfin, si vous utilisez plusieurs systèmes hybrides, pourquoi pas, on va pouvoir agréger tout ça. Ensuite, on va vouloir l'exposer au front-end. Soit on peut les mettre dans le token JWT si vous utilisez ça. Si vous n'en avez pas trop, ça passe. Si vous commencez à en avoir beaucoup, franchement, il vaut mieux pas. C'est pas génial de charger trop le payload du JWT. Généralement, on essaye de le garder le plus petit possible. En plus, du coup, les informations que vous mettez dedans pourraient être un peu expirées rapidement. Enfin, dès que pendant la session, il y a possibilité que ça change, par exemple. Donc généralement, ce qu'on va vouloir faire plutôt, c'est mettre en place un endpoint d'API qui va renvoyer cette liste de permissions à jour. Et puis votre front-end va pouvoir l'appeler quand il a besoin, de manière récurrente si besoin. Ce qui va garder votre token JWT beaucoup plus léger déjà. Et puis qui pourra permettre d'avoir des permissions qui sont à jour plus souvent. Aussi, c'est possible, si vous avez beaucoup de permissions et des domaines un peu d'applications différents, bah pourquoi pas de restreindre la demande des permissions à un domaine, à une brique par exemple, pour, encore une fois pour les problèmes de performance. Ensuite, le client front-end, il va vouloir stocker un minimum ces informations, parce que sinon il va falloir appeler sur chaque page. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on les stocke en local storage ou en session storage. L'avantage, c'est que c'est rapide, c'est facile, mais il n'y a pas de réactivité. C'est-à-dire que si vos données changent dans le local storage, et ben votre interface, elle va pas changer. Donc ça, c'est pas génial. Généralement, du coup, ce qu'on met en place, c'est un store comme Redux, Pinia ou Vuex, ce genre de choses, qui, lui, va gérer justement la réactivité et va partager en fait vos informations qui sont dans le store à tous les composants de l'application JavaScript. Vous allez pouvoir les récupérer partout, dans les services, etc. Par contre, il n'y a pas de persistance en fait dans les stores. Vous rechargez la page, le store est vide. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est encore une fois, on fait un système hybride, on stocke dans le local storage, et à l'initialisation de votre application, vous allez remplir en fait votre store avec les données du local storage et le mettre à jour. Moi, une lib que j'aime beaucoup utiliser pour les permissions dans Front et qui est assez puissante en fait, c'est CASL qui est en JavaScript mais qui possède des bridges vers React, Vue, Angular, etc. Que vous pouvez mettre aussi en place de manière incrémentale, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de revoir toute votre application pour le mettre en place, vous pouvez l'utiliser par petits bouts. En fait, il présente une instance qui s'appelle Ability, dans laquelle on va charger nos permissions, ou les définir manuellement si on veut gérer vraiment en full JavaScript nos permissions. Là, c'est pas le cas. Là, on va charger nos permissions dedans, et puis même on pourra rajouter des restrictions liées au front si besoin. Et puis, ça va être partagé partout dans toute votre application de manière très simple avec une seule méthode en fait qui s'appelle can et qui permet de savoir si l'utilisateur peut ou pas. C'est l'équivalent du isGranted en fait. En fait, ça ressemble pas mal au isGranted et du coup, je trouve que c'est assez simple à mettre en place. Par contre, il n'y a pas non plus il stocke en mémoire, il n'y a pas de persistance de base. Donc, ce qu'on va vouloir faire généralement, c'est qu'on va le stocker tout simplement dans le store pour avoir la réactivité. CASL, il s'appuie sur, en fait, on lui déclare un modèle qui est juste des objets. Et en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a aussi côté Symfony. Il va y avoir une action, alors ça c'est l'équivalent de l'attribut dans Symfony, un sujet, c'est l'équivalent du sujet, et puis on peut lui rajouter aussi des fields, ça va être pour filtrer dessus sur certains champs, par exemple mettre à jour, enfin avoir une permission qui permet de mettre à jour uniquement un champ, ou des conditions spécifiques, etc. Ça, si on utilise vraiment les permissions qui viennent de notre back-end Symfony ou PHP, on va moins les utiliser, mais on peut quand même les utiliser. Et CASL utilise un requêtage qui se base sur le langage Mongo Query, ce qui fait qu'en fait, on peut mettre pas mal de conditions assez sympas dedans.
Et donc nous, on va lui, comme on l'a dit, on a une API, on a un endpoint qui va nous charger toutes les permissions qui existent, donc on n'a pas envie de faire le travail en double. Et puis on va lui charger complètement en fait l'objet JSON dans le format qu'il veut, et il va pouvoir l'ingérer et traiter les permissions en fait. Donc à quoi ça ressemble? Alors, c'est sûr, c'est du JavaScript, n'ayez pas peur, mais honnêtement, c'est assez facile à comprendre, même si on n'en fait pas. Là, c'est un store Pinia sur Vue.js, parce que moi je fais du Vue.js, mais c'est pareil dans tous les autres langages, hein. À l'initialisation de mon application, déjà je vais regarder si j'ai des permissions qui sont enregistrées dans mon local storage. Si oui, je vais les parser, et puis je vais mettre à jour mon instance ability, qui est donc l'instance CASL. Ensuite, dans tous les cas, je vais récupérer des permissions fraîches depuis mon API, et puis remettre à jour mon local storage avec les permissions à jour, et remettre à jour aussi mon instance ability avec les permissions à jour. Ce qui fait qu'au chargement, j'ai pas besoin d'attendre en fait d'avoir reçu les informations de mon API, j'ai quand même quelque chose qui se charge et qui se met à jour automatiquement. Dès que je vais recevoir les nouvelles permissions, si elles ont changé, comme mon store est réactif, ça va se mettre à jour, les boutons vont apparaître, disparaître, etc. Pour l'utilisation, donc là je me suis fait une petite application qui permet de gérer des événements, etc., dont le forum PHP. Et donc j'utilise la directive vif qui permet de faire un if tout simplement en Vue. Et comme je vous disais, la méthode can, qui est l'équivalent de isGranted, et qui va juste traiter en fait ce que je lui donne par rapport aux permissions que j'ai chargées depuis mon API. Et vous voyez là, j'ai fait 5 boutons par exemple, et on voit qu'il n'y en a que 3 qui s'affichent. J'ai pas les permissions pour créer un événement, ni pour le publier. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il existe aussi une autre fonction qui s'appelle canNote, justement, qui permet juste de vérifier qu'on n'a pas les permissions. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ok, donc ça c'est super. Donc on récupère nos permissions qui sont calculées par API, c'est bien. Elles sont stockées par le front, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si l'administrateur change les permissions pendant ce temps-là, ou même qu'il y a une des propriétés de mon utilisateur qui est connecté qui change? C'est-à-dire, il est enlevé de l'équipe en question, ou voilà, sa journée de travail est terminée, il n'a plus le droit d'accéder, ce genre de choses. Dans ces cas-là, les permissions ne seront plus à jour, et on risque d'avoir des 403 qui répondent. Bon, les 403, il faut les gérer dans tous les cas, mais si on peut ne pas en avoir, c'est encore mieux, quoi. Donc on va vouloir rafraîchir un peu ces permissions. Et pour rafraîchir les permissions, on peut faire appel à Mercure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mercure, mais c'est un peu une alternative au WebSocket, quelque chose d'assez moderne, qui va nous permettre, plutôt que ce soit notre front qui va aller interroger l'API de manière régulière, qui va voilà, enfin, je sais pas, toutes les minutes, par exemple, aller chercher une nouvelle permission. Là, c'est plutôt le serveur qui va envoyer, en fait, qui va pousser les mises à jour vers les clients qui sont connectés, en fait. Donc, on peut pousser une mise à jour quand les attributs de sécurité changent, par exemple. On peut pousser une mise à jour quand les règles, les politiques qu'on a assignées à nos attributs changent, ou même quelque chose de plus complexe, notamment, comme je vous disais, s'il y a un changement d'équipe ou ce genre de choses, et que l'utilisateur qui est connecté, du coup, change au niveau des permissions, à ces permissions qui sont changées. Et là, le client donc, va recevoir la notification en temps réel, et il va pouvoir intervenir, faire ce qu'il veut, en fait, en fonction de la mise à jour. Au niveau de ce que vous envoyez depuis le serveur, vous pouvez soit renvoyer la liste de toutes les permissions à jour, soit pourquoi pas un diff aussi. Voilà, on n'a plus cette permission-là et on a une nouvelle permission qui arrive. Pourquoi pas envoyer juste une demande de refresh au fond si vous voulez garder l'appel centralisé. Alors, j'ai simplifié tout ça. On va utiliser un appel. Voilà, ça c'est le côté PHP, comment envoyer la mise à jour Mercure. C'est pas une conférence sur Mercure et il en existe plein, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Ce qui est important ici, c'est qu'on va envoyer un topic, en fait. Donc le topic, c'est l'URI ou l'URL à laquelle votre front va s'abonner, en fait, pour recevoir les mises à jour. Et là, on va vouloir envoyer une mise à jour privée pour que tout le monde ne reçoive pas les permissions de tout le monde. Donc on va utiliser vraiment une clé qui va contenir par exemple l'ID de l'utilisateur. Et puis il faudra que dans le token aussi JWT, le publisher, donc là ça va être votre serveur, contienne bien la possibilité d'écrire sur ce topic, et aussi que votre front reçoive un JWT de Mercure qui lui donne la possibilité de souscrire à ce topic aussi. Et on va envoyer une mise à jour privée, du coup, qui va contenir dans son body, là j'ai mis un tableau de permissions, on peut s'imaginer que c'est toutes les permissions. Et on va les publier sur le hub Mercure.
Ensuite, côté front, je reviens dans mon code de tout à l'heure, juste un tout petit ajout. Quand je vais charger les permissions en fait, à l'initialisation, pardon, je vais m'abonner aux mises à jour de Mercure. En fait. Donc je vais utiliser un event source, qui est une fonctionnalité native de JavaScript. Hein. Et puis sur le topic donné, vous voyez le /user permission. Et ce qui fait que à chaque fois que le serveur va pousser une mise à jour parce que les permissions ont changé, mon front-end va recevoir cette mise à jour. Et ça va appeler la fonction onMessage. En fait, on en fait ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va parser ce que l'API m'a envoyé et mettre à jour mes permissions, que ce soit dans le local storage ou dans mon instance Ability. Et on n'oublie pas aussi de se désinscrire de Mercure à la fin de la session, quand on close l'onglet, parce que sinon, c'est pas terrible. Et ce qui va se passer, donc là je reprends en haut, c'est l'image qu'on avait tout à l'heure avec mes 3 boutons. Là on voit que j'ai un administrateur qui a poussé une nouvelle règle. Je vois les messages Mercure apparaissent dans le profiler de Symfony, hein, c'est bien pratique pour voir ce qui se passe. Donc il voit qu'il a posté une nouvelle règle et que du coup ça a envoyé une notification. Et mon front-end, directement, donc a reçu la notification, il a mis à jour l'ability, etc. Et automatiquement, là, j'ai des nouvelles permissions qui sont apparues, j'ai la possibilité d'ajouter un événement et de le publier, et ça s'est mis à jour automatiquement. Là, j'ai pas eu besoin de rafraîchir quoi que ce soit. Je suis vraiment passé de la réactivité à la réactivité en temps réel, et mon interface est rafraîchie automatiquement, et c'est complètement transparent du coup pour l'utilisateur final. Alors du coup, mission accomplie, on a un système vraiment qui est partagé entre le back et le front, qui est bien administrable, qui va permettre de se mettre à jour automatiquement sans redéployer l'application. Et ce système, en fait, moi j'utilise aussi pour les permissions en elles-mêmes, mais aussi dans d'autres cas, par exemple des alertes ou des notifications qui sont configurables et pour lesquelles je veux pouvoir configurer en administration les destinataires, par exemple, ou pour un système de promotion, de récompense dans un e-commerce avec des règles particulières. Et ça s'adapte assez bien aussi, ce genre de choses, en fait. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions, il reste un peu de temps. Merci. On a un peu de temps pour 2-3 questions. Merci pour la présentation. J'ai une question sur les permissions, si elles sont conditionnelles, par exemple la liste des événements. Comment on les stocke côté front, puisque ça va être par rapport à des ID. Si chaque ligne a un ID, on va pas poster les permissions pour chaque ID qui existe. Non, non. Généralement, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise justement la possibilité de celle de pouvoir se filtrer sur des champs particuliers. Après, ça va vraiment dépendre un peu de votre métier. En fait, c'est la façon dont vous allez stocker les règles côté API et voir ce qui va ramener, ce qui va renvoyer. Ça dépend en fait. Mais généralement, moi, j'utilise directement dans CASL justement ce genre de choses. Par exemple, il faut être propriétaire de l'événement ou ce genre de choses, c'est un truc qui gère en fait parce qu'on peut filtrer en plus sur des champs ou sur des conditions particulières en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette lib en fait. Je la trouve très très puissante pour le coup. Bonjour, tout au fond. Oui, je vois rien. Mais... Là. Oui, ok, c'est bon, merci. Merci pour la conf. Est-ce qu'il y a un moyen, sans précalcul, d'appliquer cette logique de permission directement en SQL mais du coup, ça demande en général de dupliquer toute la logique qu'il y a dans les voteurs et tout ça. Est-ce que tu as fait ça? Tu parles pour le côté back ou côté front? Côté back. Ok. Alors, côté back, j'ai jamais trop fait. Directement en SQL, je vois pas trop ce que tu... je vois pas trop ce que tu... En fait, typiquement, là, dans l'application sur laquelle je travaille, ouais. On doit remonter en fait des milliers d'entités à nos utilisateurs par API. Et donc, il faut qu'on filtre en fonction des permissions de ces utilisateurs en mode ABAC, globalement. Okay. Mais du coup, il faut que ça reste performant et pas appliqué en PHP. Quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que dans ces cas, tu peux le faire directement en SQL avec une fonction ou ce genre de choses, mais ça risque de dupliquer un peu. Après, par exemple, si tu fais une fonction SQL qui te permet de faire ça, tu peux aussi l'utiliser par tes évaluateurs de permission dans Symfony, hein, ce qui fait qu'il va les charger directement plutôt que faire le travail lui-même.
Donc ça se fait. Et un truc que j'ai pas dit aussi, c'est, on va croire que je fais vraiment de la pub pour CASL, mais il sait aussi directement se brancher sur une base Mongo, par exemple. Donc si on stocke toutes les permissions et les attributs, etc. dedans, il sait carrément se brancher dessus, et du coup, pas besoin de faire le lien avec l'API. C'est un truc en plus qui n'est pas vraiment lié à ta question, mais j'y repense maintenant. Merci Marion. Merci à vous. Bravo.